Bon, bienvenue à toutes et à tous à notre conférence dans le cadre de la semaine d'entreprise, pardon, semaine de rentrée des tribus, pardon, je cherche mes mots. Je suis Thomas Corcoral du Club Finance de NEMA Alumni. La conférence du jour a pour thème comment la finance peut-elle être éthique et responsable. Voilà, donc nous sommes un certain nombre d'intervenants pour cette conférence. Il y aura donc Anne-Marie Mondin du Club Finance, que je présenterai dans une minute. Aurélie Cornetto, directrice risque de chez PricewaterhouseCoopers, enfin PwC aujourd'hui. Laurent du Club Finance également interviendra. Arthur Ménéchet, qui est Product Intelligence Manager au sein d'AXA IM. Et enfin, Cara Malak du Club Finance également. Donc, le Club Finance organise des événements de type networking pour la communauté des financiers de Neoma Alumni et également donc, des conférences comme celle d'aujourd'hui. Nous sommes 4 animateurs. Anne-Marie Mondin, donc, diplômée 93 DAF Group de Degraines, art de la table, ancienne DAF de M6 Web, entre autres. Laurent Sebeau, diplômé 84, associé au sein d'un cabinet de chasse de tête, plutôt spécialisé en finance, ancien DAF et DG d'une société sous LBO, revendue avec succès au groupe Europe Assistance Generali. Cara Malak, diplômé 2007, contrôleur de gestion chez Socotec. Et moi-même, donc diplômé 2005, fondateur d'un cabinet de recrutement, Selective Partners, spécialisé en finance et ancien auditeur chez Constantin, aujourd'hui Deloitte. Donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, la conférence donc, sera animée et donc il y aura des intervenants qui sont Anne-Marie, Aurélie Cornetto, Laurent, Arthur Ménéchet et Karam. Voilà, je cède la parole à Anne-Marie du Club Finance. Anne-Marie, on ne t'entend pas. Bonjour à tous, désolée, j'avais oublié mon micro. Alors, je me présente, Anne-Marie Mondin, je suis PGE 93, je suis CFO du groupe Degraines et donc animatrice du Club Finance depuis 1 an et demi. Nous allons démarrer cette conférence par une première partie qui va être consacrée aux enjeux des questions environnementales pour les entreprises et par le rôle des directions financières en matière de responsabilité environnementale et sociétale. Donc, cette partie va vous être présentée par Aurélie Castellino-Cornetto, qui est directrice chez PricewaterhouseCoopers, en charge des enjeux réglementaires en matière de RSE. Donc, n'hésitez pas pendant toute la durée de la présentation à poser vos questions par écrit dans le forum de la conférence. Donc, vous verrez un onglet Q et R donc pour poser vos questions par écrit. À la fin de la conférence, nous les synthétiserons pour les restituer aux conférenciers et ils pourront vous répondre. Donc, bonjour Aurélie. Bonjour Anne-Marie, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis ravie de partager ce moment d'échange avec vous. Donc, comme vous l'avez dit, je suis directrice au sein du cabinet PwC. Donc, je pense que pas mal de monde connaissent le cabinet. Il est vrai qu'on est présent dans 150 pays avec plus de 285 000 collaborateurs. Et ce qui est intéressant et ce que je voudrais juste souligner sur la force de notre cabinet, c'est le fait qu'on intervient sur les activités, bien sûr, d'audit et de conseil, de fiscalité qu'on a l'habitude de connaître, mais on a également des expertises en termes de cybersécurité, d'intelligence artificielle, sur plusieurs autres activités auxquelles on ne pense pas nécessairement. Et on a également tout un pôle de développement durable. Comme vous l'avez mentionné, j'appartiens à ce département-là. Et mon parcours illustre bien les opportunités qu'on a au sein du groupe parce que j'ai eu l'occasion d'avoir des expériences dans plusieurs pays. J'ai travaillé au Luxembourg, j'ai travaillé en Espagne, dans plusieurs bureaux en France. Et mon parcours a été, j'ai commencé par de l'audit financier, donc j'ai une bonne connaissance des enjeux
des directions financières qu'elles avaient jusqu'à présent. Et depuis plusieurs années, je me suis orientée vers tout ce qui est enjeu de responsabilité sociétale et environnementale. Et donc, j'accompagne mes clients face à ces nouveaux enjeux. Donc, après cette rapide introduction, je vais vous projeter quelques slides que j'ai préparés juste pour illustrer mon propos. Hop. Normalement, ça devrait fonctionner. On voit les slides, Aurélie, c'est bon. Est-ce que vous voyez en mode présentation ou vous êtes en plein écran? Non, alors on n'est pas parfaitement en plein écran. Oui, alors attendez, parce que j'ai un double écran. Hop, je vais décrocher ça. Alors, je vais refaire. Est-ce que là, normalement, ça devrait être bon? C'est bon, merci. C'est bon, Aurélie, c'est parfait. Bon, oui, c'est bon, Aurélie. Donc, je voulais revenir un petit peu avec vous sur justement toute l'évolution de l'environnement réglementaire qu'il y a actuellement en matière de responsabilité sociétale et environnementale. Et en fait, étendre cet environnement réglementaire à véritablement un enjeu stratégique pour les entreprises aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, ce qui est important d'avoir, c'est quelques éléments de contexte. Donc, vous avez très certainement entendu différentes mesures de la Commission européenne, notamment sur les véhicules à émissions de gaz, etc. Et il y a une vraie impulsion qui est donnée au niveau de la Commission européenne pour atteindre cet objectif de neutralité carbone d'ici 2050. Et cette impulsion, elle s'appuie elle se décline au travers du Green Deal européen et s'appuie sur 4 piliers. Je vais pas rentrer dans le détail de tout ce Green Deal, mais c'est juste pour positionner quelques les éléments clés. Parmi les piliers, il y a notamment le pilier de finances durables. Et sur ce pilier-là, en fait, ce pilier se décline en plusieurs actions et on va y revenir juste après. Et l'objectif clair de la finance durable, c'est il y a 3 objectifs principaux, et notamment réorienter les flux de capitaux vers des activités qu'on va dire durables, donner plus de transparence sur cette information extra-financière et enfin que les entreprises intègrent cette gestion du risque climat, du risque environnemental dans leur stratégie. Donc, ce qui est important, c'est que cet environnement qui a une vraie impulsion politique, mais qui va se refléter dans les modèles économiques de nos entreprises. Concernant justement ces différentes actions que je mentionnais faites par l'Union européenne, ici j'ai repris quelques éléments de réglementation qui sont actuellement applicables à nos entreprises françaises et ce sont des obligations en matière d'information extra-financière. Donc, aujourd'hui, des grosses entreprises, des entreprises cotées, des entreprises de plus de 500 salariés sont tenues justement de donner plus de transparence sur leur information extra-financière. Et les directions financières sont aujourd'hui, par rapport à ça, impliquées de façon
plus ou moins importante. Généralement, cette information figurant dans les rapports de gestion, la direction financière en a connaissance, mais généralement, c'est le département RSE qui est en charge de la production de ces informations-là. Donc, ces informations, elles consistent à démontrer la performance de l'entreprise en matière extra-financière, c'est-à-dire sur des sujets environnementaux, sur les sujets sociaux et sociétaux. On voit que cette obligation-là, elle est en train de s'intensifier. Cette année, il y a un nouveau règlement européen qui est entré en vigueur, qui s'appelle la taxonomie verte et qui, justement, illustre l'interaction qui va être de plus en plus forte entre le financier et l'extra-financier. Parce que, pour faire simple, cette taxonomie verte, elle vise à créer une nomenclature commune sur qu'est-ce qu'une activité durable. Et donc, qu'est-ce qu'une activité durable? Ça va être au travers d'indicateurs comme le chiffre d'affaires, comme les investissements, chaque entreprise va faire une analyse pour aller identifier sur son chiffre d'affaires, sur ses investissements, qu'est-ce qui est durable. Alors, pour définir qu'est-ce qui est durable, la Commission européenne a défini un certain nombre de critères techniques qui vont permettre aux entreprises d'un même secteur de s'évaluer et de pouvoir présenter leur niveau de maturité par rapport à ces critères techniques. Donc, on voit bien que pour produire cette information, on part de l'information financière, puisqu'on parle de chiffre d'affaires, d'investissement. Donc, les directions financières sont pleinement impliquées dans la production de cette information, mais elles vont aussi avoir besoin des compétences techniques et l'expertise des départements de développement durable pour avoir une compréhension fine de ce qu'on appelle activité durable. Et puis, pour mettre également en perspective dans toute cette évolution réglementaire, il y a le projet de révision de la directive européenne sur le reporting extra-financier, ce qu'on appelle CSRD, c'est Corporate Sustainability Reporting Directive, qui pose déjà les jalons de qu'est-ce que sera l'information extra-financière demain pour l'ensemble des acteurs. Et ce qui est important, c'est important de lire ces textes-là parce que on voit clairement que l'information financière est placée au même plan que l'information extra-financière est placée au même plan que l'information financière. Donc, désormais, ce sera plus quelque chose d'annexe, de complémentaire d'une information pour satisfaire quelques consommateurs ou autres, ça va vraiment donner lieu à l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. Et je pense qu'un peu plus tard, Arthur expliquera justement dans tout ce qui est politique d'investissement que ces éléments-là sont des éléments de stratégie qui sont retenus. Donc, voilà pour un petit peu vous remettre les éléments de contexte en termes de réglementation. Donc, on voit que cette réglementation, elle s'intensifie, elle est complexe, les mécanismes sont assez complexes et donc requiert que les entreprises montent dans le train le plus rapidement possible et surtout, ne voient pas ça uniquement comme une obligation réglementaire, mais comprennent bien qu'il y a une volonté de modifier le modèle économique et que c'est source de création de valeur. Et donc, justement, pourquoi il faut le voir plus comme une création de valeur, c'est que aujourd'hui, communiquer et présenter des informations fiables, parce que c'est pas le tout de communiquer, ça fait déjà un certain nombre d'années que les entreprises communiquent sur ces sujets-là, mais pour ce qui est de fiabiliser cette information, on a encore une étape à franchir, et ces informations-là, elles sont regardées par les investisseurs, elles sont regardées par les banquiers qui eux-mêmes ont des
des obligations de transparence. Et désormais, les choix vont se faire en fonction, pour pouvoir obtenir un financement, on va regarder cette performance extra-financière et on ne va plus se limiter uniquement à la performance économique. Si on prend l'exemple d'un de mes clients qui est plutôt dans le secteur pharmaceutique, mais ce n'est pas spécifique au secteur, on observe qu'il y a qu'ils ont besoin de lever de fonds et donc ils ont recours à ce qu'on appelle des financements verts. Alors, je ne rentrerai pas dans le détail du financement vert, mais juste sur le principe, c'est que l'entreprise, en fait, en ayant recours à un instrument comme ça, elle s'engage sur des indicateurs sociaux, environnementaux. Ça peut être sur un niveau d'émissions de gaz à effet de serre, ça peut être sur une parité homme-femme. Il y a plusieurs critères comme ça qui sont des critères de RSE ou ESG qui sont désormais mis dans des éléments financiers et qui vont conditionner certains niveaux de taux d'intérêt. On voit également dans les rémunérations du top management que ces indicateurs RSE sont de plus en plus considérés et font partie des critères d'atteinte des bonus. Donc, on voit bien que ces indicateurs-là, il va falloir les fiabiliser et que tout le travail qui est déjà fait au sein des directions financières pour fiabiliser la donnée financière, il y a tout un chantier à mettre en place également sur l'information extra-financière. Autre exemple que je voulais mentionner pour expliquer que toute cette conscience sociétale, environnementale a un vrai impact sur le modèle d'affaires des entreprises et sur des choix stratégiques. Par exemple, sur un client du secteur de l'habillement, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a certes cette pression réglementaire où ils doivent donner plus de transparence, mais il y a également une pression forte des consommateurs qui demandent plus de produits éco-responsables. Et donc ça, comment ça va se répercuter dans leur modèle d'affaires? Ça va être dans le choix des matières premières, sur l'approvisionnement en coton, sur quel type de coton je choisis. Donc, ça va imposer à leurs acheteurs d'intégrer de nouveaux critères qui n'étaient jusque-là pas forcément pris en considération. On va noter également que ça va avoir un impact sur les approvisionnements, par exemple, ou est-ce que je continue de m'approvisionner en Asie? Est-ce que je m'approvisionne de façon plus locale? Parce que mon impact carbone derrière ne va pas être le même et que j'ai aussi une responsabilité vis-à-vis de l'ensemble de mes parties prenantes sur mon impact carbone. Donc, on voit bien que dans mon processus de production même, sur la gestion des ressources de l'eau, toutes ces notions-là font partie intégrante de la stratégie de l'entreprise et pour être différenciant face aux consommateurs, c'est important d'incarner dans chaque étape de ma production ces éléments-là pour ne pas être après catégorisé dans une entreprise à greenwashing, comme on peut le voir dans l'actualité, dans les différentes actualités récentes. Donc, voilà un petit peu un panorama de ce que sont les enjeux extra-financiers aujourd'hui et qui font partie intégrante de toute l'entreprise, en fait. Et c'est plus la préoccupation uniquement du département développement durable, mais ça doit être intégré par l'ensemble des directions. Merci Aurélie, c'est très clair et c'est intéressant d'avoir des exemples concrets de ce que mettent en place certaines entreprises, certains de vos clients. Je vais passer la parole maintenant à Laurent Sebaud qui va enchaîner avec la deuxième partie, la partie plus finance de marché et les impacts de ces questions environnementales sur ces gestions d'actifs. Merci beaucoup Aurélie. Merci.
Bonjour à tous nos participants. J'ai vu parmi ceux qui étaient connectés que j'en connaissais quelques-uns. Donc, un petit coucou à eux. Un grand merci à Aurélie parce que c'est un sujet qui est passionnant et on sait qu'il y a des enjeux énormes sur, sur notre avenir, l'environnement et on voit que la finance est en marche enfin la finance, le métier de financier est en marche et se saisit du sujet. Moi qui ai un petit peu de cheveux blancs et gris, qui a commencé à travailler un petit peu plus tôt. Je trouve ça passionnant de voir que ces thématiques rentrent dans les directions financières, qu'il y a des vrais sujets autour de tout ce qui est extra-financier. Alors, ça nous permet de bien voir ce qui se passe au niveau des entreprises. Peut-être qu'on peut essayer de regarder de l'autre côté du miroir, parce que si les entreprises font cela, elles sont parfois soumises à la sanction et au jugement des marchés financiers. Toute entreprise qui fait appel au marché a besoin de se financer. Et il nous a semblé intéressant de demander l'avis d'Arthur. Alors, un petit mot sur Arthur Ménochet. Il est diplômé Neoma 2011. Il a brillamment poursuivi son cursus à Stanford, dans un programme, un Master Finance, je crois. Voilà. Et puis Arthur débute dans la vie active en 2013, donc il compte aujourd'hui 8 ans d'expérience. Il a débuté son parcours chez Morningstar, où il était spécialiste du rating de PCVM. Il a évolué ensuite un peu dans le conseil et plus récemment, il a rejoint en septembre 2019, je pense que tout le monde connaît, AXA IM, Investment Manager. Eh bien, écoute Arthur, si tu peux nous donner ta vision de l'impact de ce côté de la finance éthique et durable du point de vue de l'investisseur, ça nous intéresserait beaucoup. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Merci Laurent pour l'introduction. On a perdu Arthur. On a perdu Arthur et le son. Non, le son est bon. Il faudrait qu'il se reconnecte, je vais voir avec lui. Laurent, si tu veux, on peut, en attendant le retour d'Arthur, répondre à une première question. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, vas-y, oui, Karam, bien Alors, on a sûr. une question de Stanislas. Donc, bonjour, merci pour cette introduction. Quels sont, d'après vous, les manques des dispositifs de mesure ESG, manques en termes de périmètre non couvert ou de réassurance quant à la pertinence des mesures? Donc, je répète, quels sont, d'après vous, les manques des dispositifs de mesure ESG, manques en termes de périmètre non couvert ou de réassurance quant à la pertinence des mesures? Alors, en fait, sur les dispositifs de mesure ESG, actuellement, les entreprises qui publient leur déclaration de performance extra-financière, elles présentent des indicateurs clés de performance qui sont issus en fait de leur modèle d'affaires. Il faut comprendre que cette déclaration, elle part du modèle d'affaires de l'entreprise, de l'identification des risques en matière ESG et qu'après, elle déploie des politiques pour couvrir ces risques et elle a des indicateurs de suivi. Donc, à ce jour, ces indicateurs sont spécifiques à chaque entreprise et donc on peut avoir des problèmes de comparabilité et donc c'est pour ça que d'une entreprise à une autre, on peut avoir l'impression que chacun dit ce qu'il a envie de dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai évoqué tout à l'heure la prochaine directive européenne sur le reporting de durabilité. Dans ce processus-là, il est en cours de mise en place des nouveaux standards de durabilité, donc ce qu'on appelle les Sustainability Reporting Standards, qui vont permettre de fournir une base commune à l'ensemble des entreprises et donc avoir ainsi des indicateurs qui seront plus homogènes et qui seront sur un standard accordé par tous.
Bien, merci Aurélie pour la réponse. Stanislas, est-ce que ça répond à votre question? Est-ce que vous voulez un complément? Écoutez, pas de retour de Stanislas. Je suppose donc qu'on a répondu à sa question. Et pour tous les autres, bah, n'hésitez pas à nous poser quelques questions sur le module Q&A qui est prévu à cet effet en attendant le retour. Me revoilà. Excusez-moi, Ah, alors voilà. j'ai eu un petit problème technique avec le Wi-Fi. Me revoilà. Excusez-moi. Vous me dites si c'est à mon tour d'intervenir ou si vous vouliez Oui, poser c'est bon, d'autres tu peux questions. y aller, Arthur. Ouais. Oui, Arthur, voilà, c'est à Vraiment toi. désolé. C'est ton point de vue d'investisseur qui nous intéresse. Ok, c'est parti. Merci pour l'invitation. Alors, comme j'ai perdu un peu de temps, je vais essayer d'être plus rapide. AXA Investment Manager, société de gestion du groupe AXA. Comme l'a indiqué Laurent, je travaille chez AXA IM depuis septembre 2019 et je travaille dans l'asset management, donc la gestion d'actifs depuis 2013. Donc, passage agence de notation, puis conseil et maintenant aujourd'hui dans une société de gestion. AXA IM, pour représenter de manière rapide, c'est une société de gestion française, la 3e au niveau français et dans le top 20 au niveau mondial, multi-asset, c'est-à-dire qu'on investit sur tout type de classe d'actifs, que ce soit les actions, les obligations, un mélange d'actions et d'obligations, l'alternatif aussi, comme l'immobilier par exemple, et on fait de l'investissement aussi responsable. Donc, on a à peu près plus de 60% de nos encours sous gestion qui sont gérés avec la prise en compte de critères extra-financiers, donc de critères ESG. On est une société de gestion présente au niveau mondial. Donc, on a notre siège à Paris La Défense, où je travaille actuellement. Et aussi, on est présent à Londres, à Hong Kong, dans tous les grands centres financiers. Qu'est-ce que je fais, moi, chez AXA IM? Donc, mon titre, c'est Product Intelligence, mais on pourrait le traduire en français par chargé de veille et d'analyse concurrentielle. Donc, concrètement, en fait, j'analyse les fonds, les produits des concurrents, que ce soit au niveau de la stratégie, que ce soit au niveau des encours, des flux, du succès auprès des investisseurs, pour essayer ensuite de proposer des produits au moins, voire plus pertinents pour ces investisseurs. Donc, on fait du développement de produits, notamment de fonds d'investissement responsables. Et donc, on fait des peer groups, on fait des analyses. Et ces analyses, elles servent à différents interlocuteurs en interne. Elles servent au top management, elles servent à l'équipe produit, elles servent à l'équipe aussi finance, stratégie, dans l'optique de fusion-acquisition, puisque l'univers de la gestion d'actifs est, je dirais, sujet à beaucoup de mouvements tectoniques entre les sociétés qui cherchent à grossir le plus rapidement possible. Donc, il y a des opérations de fusion-acquisition régulièrement dans la presse et au niveau de ce secteur. Et puis, ça aide aussi les commerciaux, les vendeurs à défendre nos produits et à montrer quels sont les avantages, les inconvénients, quelles sont nos forces. Donc, l'investissement responsable, j'ai voulu remettre une petite définition que je donne aussi à mes étudiants, puisque je suis aussi intervenant à Neoma depuis 2015. Une définition des PRI, des United Nations. Donc, l'investissement responsable, c'est à la fois la prise en compte de critères E, S et G, donc environnement, social et gouvernance, mais aussi un active ownership, c'est-à-dire une interaction, un engagement auprès des sociétés dans lesquelles on investit. Donc, c'est vraiment ces deux pattes quand on fait de l'investissement responsable. C'est à la fois la prise en compte de critères extra-financiers quand on sélectionne des entreprises dans lesquelles on va investir, mais c'est aussi, après avoir investi dans ces sociétés, avoir une interaction avec elles pour faire évoluer les pratiques et que ces pratiques s'améliorent dans le temps. Alors, je ne vais pas revenir sur la partie réglementaire puisque Aurélie l'a très bien présenté. Plutôt du point de vue, je dirais, accélération au niveau de l'investissement responsable. À titre personnel, moi, j'ai vu une accélération en fait depuis à peu près 2015, puisque avant d'être chez AXA IM, j'étais aussi dans le conseil et je proposais à mes clients d'investir dans des fonds responsables ou non. Et c'est vrai que depuis 2015, il y a eu la COP 21
Et il y a eu aussi un certain nombre de controverses, notamment, on se rappelle tous, le Dieselgate du côté de Volkswagen. Et c'est vrai que ces deux éléments combinés ont en fait aussi ouvert les yeux un peu aux financiers, mais aussi au grand public, sur la nécessité de prendre en compte les critères extra-financiers. Et donc, il y a eu une accélération, que ce soit en termes de produits de la part des asset managers, mais aussi en termes de demande de la part des investisseurs. Et donc, on a vu vraiment de plus en plus de produits ESG, mais aussi de flux sur ces produits. Et donc, il y a eu aussi du coup la réaction du régulateur, comme Aurélie en a parlé. Donc, il y a eu la taxonomie, il y a eu la réglementation SFDR qui a été vraiment structurante pour toute l'industrie. Et il y a eu dernièrement BlackRock, qui est donc un concurrent d'AXA IM et qui est la plus grande société de gestion d'actifs au monde, qui a décidé en 2020 d'être vraiment un leader dans l'investissement responsable et donc a envoyé un signal très fort à toute l'industrie. Alors, ce slide, j'aime bien le présenter à mes étudiants en général parce que ça a une dimension assez pédagogique. En fait, l'ESG, il y a différentes stratégies ESG et ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Il y a beaucoup de nomenclature, il y a beaucoup de terminologie. Et donc, si on essaye de simplifier un peu le monde des approches d'investissement, en fait, on peut le regarder dans une forme de cadran. D'abord, il y a les stratégies d'investissement actives, dont l'objectif est de surperformer un marché, un benchmark. Et il y a les stratégies passives, dont l'objectif est de répliquer la performance d'un marché. Ensuite, il y a les stratégies mainstream, donc à gauche de la slide, qui sont les stratégies traditionnelles qui ne prenaient pas spécialement en compte les critères ESG. Et il y a les stratégies ESG qui apparaissent depuis plusieurs années maintenant. Et parmi ces stratégies ESG, donc en haut à droite du cadran, on peut classifier ces stratégies ESG de différentes façons. D'abord, il y a ce qu'on appelle les exclusions. Alors, il y a des exclusions positives et des exclusions négatives. En gros, les exclusions positives, c'est le fait de vouloir sélectionner les meilleures entreprises dans un secteur donné, dans un univers où qu'il y ait une amélioration du profil ESG de cette société dans le temps. C'est ce qu'on appelle best in class, best in universe et best effort. En général, on fait une combinaison de ces différentes catégories, c'est-à-dire qu'on veut choisir la meilleure société, par exemple, dans le luxe, dans la technologie, ou la meilleure société dans la prise en compte des critères environnementaux à travers les secteurs, donc best in universe, mais aussi une société qui s'améliore dans le temps, c'est-à-dire une société qui a peut-être des mauvaises pratiques au niveau environnemental à un instant T aujourd'hui, mais dont on voit les efforts et qui va s'améliorer plus rapidement qu'une société qui a un bon profil environnemental, par exemple, aujourd'hui. Donc là, on est vraiment sur du best effort. Ensuite, il y a des exclusions, je dirais, négatives. Donc, elles peuvent s'effectuer sur la base des secteurs, notamment, on exclut le tabac ou les énergies fossiles. Elles peuvent être des exclusions sur la base de normes, donc par exemple les droits de l'homme. On n'investit pas dans des sociétés dans certains pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, mais ça peut être aussi des croyances. Donc, par exemple, les fonds de charia, de finance islamique, qui vont éviter toutes les sociétés qui font, par exemple, de l'intérêt. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas accepté. Ou aussi la doctrine de l'Église, notamment toutes les sociétés impliquées dans la recherche de cellules humaines. Donc, ça, c'est des exclusions sur la base plutôt de croyances. Quand on regarde les exclusions, ensuite, on peut passer à différentes, je dirais, thématiques ESG. Donc, la plus commune, c'est le climat, évidemment, en ce moment. C'est quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits, que ce soit à travers l'été, là qu'on a pu vivre avec les différents incendies. Donc, le climat est très présent dans la tête des investisseurs. Mais ça peut être aussi le gender equality, donc c'est-à-dire le fait d'avoir, par exemple, un nombre de personnes féminines au niveau du management board dans les sociétés. Ensuite, au niveau ESG, il y a la prise en compte des critères ESG au sens global. Donc ça, c'est l'intégration ESG. Mais aussi, on peut partager une partie des frais de gestion qu'on prélève pour rémunérer la gestion du fonds auprès… Est-ce que vous m'entendez toujours ?
Oui, on Oui, t'entend c'est bon. bien. Ah oui, C'est vous bon. m'entendez toujours. OK. Oui, on t'entend. Parce que mon image est frisée. Donc, je disais, il y a le partage de revenus qui est en fait au niveau du fonds, c'est de reverser une partie des frais que l'on prélève des investisseurs pour une association. Et ensuite, il y a le degré supérieur de l'ESG, ce qui est l'impact investing. Donc, c'est-à-dire de non seulement promettre une performance à l'investisseur, mais aussi de rendre compte de l'impact de son investissement en termes de critères extra-financiers. Donc, il y a vraiment deux pattes. Quand vous investissez dans un fonds d'impact, c'est à la fois une performance financière, mais aussi une performance extra-financière. Donc, voilà, ce tableau un peu pour vous simplifier, je dirais, le terme ESG, puisqu'il y a beaucoup de noms et qui parfois rendent les choses un peu compliquées, notamment parmi mes étudiants. Je trouve que c'est bien de simplifier les choses et j'espère que cette slide y sera parvenue. Est-ce que vous arrivez à voir les autres slides? Je ne sais pas. Pas mal de Alors, problèmes. non, on ne voit pas les autres slides. Non, on n'a pas vu les autres slides, non. Bon, très bien. Je vais essayer de faire avec. Excusez-moi. Bon, c'est pas grave. Petit problème informatique. Ce que je voulais vous dire par rapport au marché de l'ESG. Aujourd'hui, au niveau européen, en tout cas, les fonds d'investissement responsables représentent environ 10% des encours. C'est une part qui a crû dans le temps. Ils étaient à 5% à peu près en 2017 et en 2020, donc ils sont à peu près à 10%. Et en tout cas, ce qu'on remarque, c'est que les flux sur les fonds d'investissement responsables ont été quasiment positifs mois après mois depuis ces 3 dernières années. Donc, un engouement assez fort des investisseurs. L'autre chose, c'est que dans l'ESG, évidemment, comme je l'ai dit, il y a différentes catégories. Mais les catégories, je dirais, reines en ESG, c'est l'intégration ESG, c'est le premier niveau, en tout cas dans les fonds d'investissement responsables. Mais les fonds d'impact et les fonds qui ciblent une thématique ESG en particulier sont en train de croître de manière beaucoup plus rapide que les premiers fonds, l'ESG 1.0, comme on aime en parler. Et donc, c'est une catégorie qui verra beaucoup plus en cours dans les années à venir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de tendance ESG et de tendance sur l'investissement responsable? En fait, ça répond déjà à plusieurs tendances dans l'asset management de manière générale. D'ailleurs, il y a plutôt je dirais un engouement déjà des clients pour avoir des solutions d'investissement plus transparentes, plus responsables et surtout qui font du sens. Notamment, je pense aux jeunes générations. Quand elles investissent pour leur retraite, elles ont envie de donner du sens à leur investissement. Donc, l'investissement responsable répond à cette demande, je dirais, très, très concrète, notamment des millennials. Ça va aussi dans une optique de rationalisation des produits, puisque les asset managers ont beaucoup de fonds et ils essayent aussi de faire face à des tensions en termes de rentabilité et de structure des coûts. Et donc, en changeant un peu leur gamme de produits, eh bien, ils réfléchissent à des nouveaux fonds et à des nouveaux fonds ESG. C'est ce qu'on fait en permanence chez AXA IM. Maintenant, si on essaie de se projeter un petit peu dans le futur et de voir qu'est-ce qui peut se passer, c'est dommage que je ne puisse pas vous montrer les slides à cause du problème technique, mais en tout cas, si je reprends une étude d'un cabinet de conseil concurrent de celui d'Aurélie, il y a en gros deux prédictions qui sont faites pour 2025. La première, c'est que les encours d'investissement responsable vont être multipliés par 4 d'ici 2025. Aujourd'hui, ils sont à peu près à 2,8 trillions de dollars en 2020. Donc 2 000 milliards, 3 000 milliards presque d'encours sous gestion, et ils vont passer à 13 000 milliards en 2025. Et cela sera essentiellement le fait de conversion de stratégies existantes et non pas de lancement de nouveaux produits. Donc les asset managers en ce moment sont vraiment dans cette optique, c'est-à-dire de retravailler leur gamme, de retravailler les produits existants pour les convertir dans des solutions d'investissement responsables avec un degré ESG plus ou moins fort en fonction des expertises et des attentes des investisseurs.
L'autre prédiction, c'est le fait qu'il y a différents asset managers en fait, sur la place. Et si on veut simplifier un peu la vue, en fait, il y en a 4 grands types. Il y a je dirais ceux qui font de l'intégration ESG, donc le niveau ESG 1.0, le plus basique. Il y a ceux qui sont tirés par les demandes de leurs clients. Et il y a aussi ceux qui, finalement, veulent rendre compte à leurs investisseurs, leur donner des indicateurs par rapport à l'impact, notamment par rapport à E, S et G. Et enfin, il y a les boutiques, les pure players de l'investissement responsable. Et clairement, le segment qui, apparemment, d'après cette étude de consulting, va grossir le plus d'ici 2025, c'est vraiment les sociétés de gestion qui seront focalisées sur des objectifs mesurables, notamment au niveau du reporting, ça sera quelque chose de fondamental et qui pourront rendre compte à leurs investisseurs, mais qui auront des valeurs très fortes qui seront intégrées dans toutes les dimensions de l'entreprise. Et c'est sur ce segment que AXA IM essaye de se positionner. Alors, il y a 6 enjeux, il y a 6 problèmes que les asset managers peuvent rencontrer. Il y en a 3 en interne et 3 en externe. D'abord, au niveau externe, il y a des préférences clients qui sont très différentes. Je mentionnais des exclusions sectorielles, des exclusions qui peuvent être liées aussi à la foi. Donc, les clients ont des préférences ESG qui sont différentes les unes des autres. Donc, c'est vraiment un challenge en fait, pour les asset managers de proposer des solutions qui essayent de répondre à peu près à toutes les attentes. Il y a aussi un problème au niveau de la data. Donc, la réglementation essaye d'y faire face. Mais typiquement, dans l'asset management, on utilise des séries de données, de bases de données financières très variées et aussi des ratings de différentes agences de notation. Et donc, le problème, c'est de concilier tout ça et d'avoir aussi son propre rating ESG interne et que cela fasse sens pour le client. On en a parlé un petit peu aussi, mais il y a le greenwashing. Donc, greenwashing à la fois au niveau des sociétés dans lesquelles on investit. Si vous aviez Volkswagen en 2015 en tant que société de gestion, ce n'était pas très bon pour votre image, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais aussi, ça peut être du greenwashing au niveau de la société de gestion, c'est-à-dire proposer un certain nombre de fonds qui ne sont en réalité pas forcément ESG ou investissement responsable. Et c'est lié d'ailleurs au problème des données financières et de leur crédibilité. Donc, il y a eu quelques exemples dans l'industrie que je ne citerai pas, mais en tout cas de sociétés de gestion qui ont eu des problèmes avec leur base de données et qui ont, donné des chiffres d'investissement responsable qui ne reflétaient pas la réalité. Ensuite, il y a un sujet, je pense, qui est important pour les jeunes diplômés ou les étudiants qui nous écoutent, c'est au niveau des talents. Il y a une vraie demande pour les analystes ESG, les spécialistes de l'investissement responsable. Et c'est vraiment, je dirais, une des belles portes d'entrée dans l'industrie financière. Alors aujourd'hui, il n'y a pas énormément de formations qui permettent d'être vraiment marqués comme experts ESG. Mais en tout cas, c'est un sujet en termes de tension sur les ressources, parce que pour être crédible en tant que société de gestion ESG, il faut avoir aussi derrière les équipes de gestion, mais aussi des responsables ESG pertinents qui sont capables de comprendre à la fois la réglementation, à la fois les stratégies d'investissement, mais aussi les produits. L'autre défi interne, c'est effectivement les définitions et la taxonomie. Donc, bien comprendre les réglementations, mais aussi les prendre en compte. Mais parfois, certaines d'entre elles peuvent être un petit peu en incohérence, ou il peut y avoir des frictions entre elles. Donc, ça, c'est un vrai sujet, notamment, c'est pour ça qu'on fait appel à des cabinets de conseil en tant que société de gestion. Et puis, dernier point, il y a la technologie, puisque tout ça nécessite des bases de données, des outils, et donc il faut adapter ces outils pour faire de l'investissement responsable. Pour terminer sur quelles doivent être les qualités d'une société de gestion pour faire de l'investissement responsable et pour être crédible aux yeux de ses clients, je pense déjà qu'il faut avoir une vision très claire de l'ESG, que ce soit au niveau des fonds que l'on propose, mais aussi au niveau de la société en elle-même, de la société de gestion. Il faut que l'ESG transparaisse dans tout ce que fait la société de gestion, que ce soit en termes, par exemple, de transport des salariés, que ce soit en termes d'émissions carbone,
Donc, il faut que l'ESG se voit non seulement au niveau des fonds, mais aussi dans tout ce que la société de gestion fait dans son quotidien. C'est un gros travail aussi sur la gamme de produits. Donc, il faut être très au clair sur quelle est notre gamme ESG, comment convertir les produits existants en produits ESG et que tout soit cohérent en termes de stratégie, mais aussi de prix pour l'investisseur. L'intégration ESG doit être aussi crédible pour les clients. Ça doit être le fruit d'un scoring ESG interne, mais aussi de la prise en compte de bases de données externes. Et puis, comme je le disais au début de mon intervention, l'ESG, c'est à la fois l'intégration, mais c'est aussi ce qu'on appelle en anglais l'active ownership, c'est-à-dire l'interaction avec les sociétés dans lesquelles on investit. Et donc, on doit pouvoir faire du reporting aux investisseurs dans la manière dont on vote, par exemple, lors des assemblées générales pour telle ou telle proposition. Et donc, on commence de plus en plus à avoir des statistiques. Et ça, c'est important, je pense, pour l'investisseur de savoir que la société de gestion qui gère les fonds dans lesquels il ou elle est investi fait bien ce qu'il faut en termes de politique de vote. Les deux derniers points, c'est en termes je dirais, de communication et d'engagement envers les investisseurs eux-mêmes. Il faut être très au clair sur ce que le fonds fait et en termes de reporting. Et je dirais que c'est l'enjeu majeur pour les sociétés de gestion aujourd'hui, c'est de proposer des reportings pour leurs clients qui soient très clairs avec des indicateurs de performance financière, mais aussi extra-financière, qui soient vraiment, je dirais, clairs et qui montrent l'impact en fait, des investissements sur les dimensions E, sur les dimensions S et G. Et tout cela nécessite évidemment d'être très efficace en termes de modèle économique, de business model. Donc, j'ai parlé de la technologie, mais ça nécessite aussi d'avoir des connaisseurs de l'ESG, des champions de l'ESG en interne. Donc, il y a différents modes opératoires. On peut avoir une équipe très centralisée où on peut avoir des RI ou des ESG champions dans chaque équipe. Mais en tout cas, que les experts soient bien désignés en interne et que tout cela transparaisse à nouveau dans la société de gestion. Voilà pour ce que je voulais vous présenter du côté produit et du côté finance de marché, asset management. Et je serais ravi de répondre à vos éventuelles questions sur ce point. Merci Arthur, merci Aurélie pour votre intervention aujourd'hui. Et effectivement, on va passer à la session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions dans le module qui est fait pour. Donc, on a deux questions. Donc, de Stanislas, auquel Aurélie avait répondu en partie tout à l'heure. Donc, Stanislas souhaitait un complément. Il voulait savoir, il voulait un complément sur le fait de savoir qu'est-ce qui va être mesuré ou pas, si cela dépend du business model. Alors, en fait, par rapport à ça, donc, ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est ce qui est actuellement en vigueur. Et avec le projet de nouvelle directive européenne, en fait, il y a des standards de durabilité, les Sustainability Reporting Standards, qui vont être mises en place. Et là, on va être sur un référentiel qui sera commun pour tous. Et donc, pour notamment évoquer comment est-ce que les régulateurs vont pouvoir traiter cette information avec la mise en place de ces standards européens en matière de durabilité, ça va permettre de donner une grille d'analyse à l'ensemble des parties prenantes qui soit plus homogène. Et après, voilà, donc c'est un petit peu ce qui est en train de se dessiner sur ces indicateurs. Ce qu'il faut peut-être juste bien comprendre, c'est qu'on est vraiment au début de toute cette structuration de l'information extra-financière. Donc, petit à petit, le niveau de revue de ces informations va aussi augmenter parce qu'actuellement, les niveaux de revue et de validation de ces informations requises sont des assurances limitées. Demain, la directive prévoit d'aller sur une assurance raisonnable, donc le même niveau d'assurance qu'on donne sur des états financiers. Donc, petit à petit,
les éléments vont se structurer, on va avoir des systèmes qui seront plus homogènes, il y aura des niveaux de revue, de validation qui seront plus forts et les entreprises devront aussi, elles, mettre en place un niveau de contrôle interne, d'audit interne sur ces informations comme elles l'ont déjà mis en place sur l'information financière. Eh bien, merci beaucoup. On a une question de la part de Jérôme. Comment se structurent les entreprises pour se mettre en conformité ESG? Quelles lignes hiérarchiques sont impactées? Alors, ce qu'il y a, c'est que ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est que les entreprises qui s'emparent de ce sujet-là, en fait, ça vient vraiment ça doit être un sujet pris par la direction, par la gouvernance même, et après se décliner dans l'ensemble des départements de l'entreprise. C'est plus uniquement une affaire de l'équipe RSE. C'est véritablement des éléments qui sont repris au cœur de la stratégie de l'entreprise et qui vont après se diffuser dans chacune des directions. Et aujourd'hui, quand on accompagne nos clients sur ces sujets-là, parce que là, on a parlé de reporting extra-financier, il y a toutes les notions de raison d'être, de société à mission qui sont également en train de se mettre en place et de se structurer. Et clairement, dans ces concepts-là, le rôle stratégique est prépondérant. Merci. Et donc, une nouvelle question de Jérôme également. Donc, l'absence de formation sur ce sujet mentionné par Arthur. Donc, 2 points. Neoma a-t-elle une réflexion pour lancer un 3e cycle? Je peux répondre si vous souhaitez. Oui, vas-y. Alors, au niveau des programmes dans lesquels j'interviens, donc le master analyse financière internationale, l'ESG est clairement pris en considération puisqu'il y a des intervenants spécialisés qui parlent aux étudiants et qui présentent leur métier, mais à la fois les différents enjeux ESG. Je pense que dans le programme Grande École, il y a aussi cette partie ESG. Mais mon propos, c'était surtout de dire, voilà, aujourd'hui, il y a assez peu de programmes totalement spécialisés sur l'investissement responsable sur l'ESG. Je pense que c'est d'ailleurs une voie de développement pour les écoles de commerce, les écoles, même les universités, les écoles d'ingénieurs. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, à mon avis, est une bonne idée de développement pour ces institutions. Autre exemple, le CFA que beaucoup d'étudiants connaissent, donc qui est une certification dédiée aux gestionnaires d'actifs et aspirants analystes financiers. Donc, a lancé une nouvelle certification qui est dédiée à l'ESG. Il y a aussi la SFAF. Donc, toutes ces institutions, en fait, ont clairement en tête que l'investissement responsable est un enjeu majeur, qu'on manque de ressources et donc qu'il faut former les nouvelles recrues à l'industrie financière pour cela. Bien, merci pour cette réponse. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Il nous reste quelques instants. Karam, je pense que tu en as squeezé une qui était sur la performance. Oui, pardon. La performance des sociétés, tu vois. Oui. Donc, question de Stanislas. Alors, je vous cite son texte. On dit souvent que les sociétés responsables performent plus. Mais cela a été également remis en cause très récemment par l'ancien gestionnaire de l'Est chez BlackRock, Tariq Fancy. Quelle est votre vision chez AXA sur ce sujet? Alors, le débat sur la performance ESG versus la performance, on va dire, mainstream, il existe depuis au moins une vingtaine d'années. Pour moi, c'est un débat qui est un petit peu dépassé parce qu'il y a eu beaucoup d'études académiques sur le sujet. Et en fait, en fonction du scope, en fonction des exclusions et des restrictions que vous mettez sur l'ESG, et on a vu que ce n'était pas quelque chose de forcément objectif, homogène et universel, vous avez des résultats qui sont plus ou moins différents puisque vous réduisez aussi votre univers d'investissement et votre univers des possibles. La réponse que je peux vous faire et dont on est convaincu chez AXA IM, c'est que l'investissement responsable ajoute de la valeur
au portefeuille, ajoute de la performance et surtout permet de réduire un certain nombre de risques, notamment les risques de controverse. Donc, on est totalement convaincu chez AXA IM que l'investissement responsable, ce n'est pas une mode, c'est quelque chose d'important pour les investisseurs, c'est quelque chose qui ajoute de la valeur dans nos fonds. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose d'assez clair de notre côté. Et si on regarde peut-être de manière plus concrète et plus précise, lorsqu'on regarde les différents indices MSCI, par exemple, quelle que soit la région, que ce soit des indices globaux, Europe, émergents, etc., on voit une surperformance en fait, des indices ESG versus les indices MSCI classiques, même depuis la crise du Covid, c'est-à-dire une résilience notamment meilleure en termes lors de mouvements de marché, lors de chutes de marché. Donc, clairement, on peut toujours faire des études, mais honnêtement, il y a très peu je conseille rarement à mes étudiants de se lancer dans ce genre de mémoire ou de test professionnel parce que ça a été beaucoup recherché déjà par le passé et qu'en plus, c'est même plus le sujet en fait. Est-ce que l'ESG ajoute de la performance ou non? Il y a un intérêt. Il y a un intérêt des investisseurs, il y a un intérêt des sociétés de gestion, il y a une demande, il y a un enjeu climatique qui est là et donc les sociétés doivent s'adapter. Donc, il faut proposer des solutions d'investissement qui répondent à ces attentes. Donc voilà, ça serait ça un peu ma réponse. Un, ça ajoute de la valeur et deux, de toute façon, c'est indispensable et c'est demandé par notre environnement et par tous les stakeholders, je dirais, de l'investissement. Merci beaucoup. Il nous reste encore quelques instants. Si vous avez une ou deux dernières questions. Bon, a priori, il n'y en a plus. On a répondu à l'ensemble des… Ah, si. Non, il n'y en a plus. Donc, je te propose, Thomas, de reprendre la main. Oui, merci Karam. Écoutez, oui, la conférence touche à sa fin. Donc, si, comme l'indiquait Karam, si vous avez encore quelques questions, il nous reste 2-3 minutes. Sinon, je tenais à vous remercier donc, au nom de tout Club Finance pour votre participation. Merci aux intervenants Aurélie Cornetto et Arthur Ménéchet. Merci aux participants et notamment pour votre participation active. Et merci à mes camarades de jeu Anne-Marie, Laurent et Karam. Et n'hésitez pas donc à vous inscrire au Club Finance. On serait ravis de vous accueillir, que ce soit pour être animateur ou tout simplement pour devenir membre et participer à nos événements. Et si vous êtes d'ailleurs porteur de projets, le mot est un peu fort, mais si vous avez des sujets que vous souhaiteriez voir abordés lors de nos prochaines conférences, n'hésitez pas à nous en faire part.